après-midi à vous tous qui nous regardez en ce moment. C'est encore avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ce samedi pour 90 minutes de débat sur un fait de société qui nous concerne tous d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, nous parlerons des relations entre bailleurs et locataires. Et la problématique ici est celle de savoir qu'est-ce qui est à l'origine des conflits entre ces deux parties. Pour répondre à cette interrogation, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Eloi Nzana. Comment je dois vous présenter? Réalisateur, documentariste, journaliste? C'est vrai que tout ça, je le fais. Oui. Et que par ailleurs, je suis locataire. D'accord. Propriétaire non bailleur par ailleurs aussi. Ah, vous êtes bailleur aussi? Non. Ah, non. Locataire. Locataire. Voilà, très intéressant. Est-ce qu'il y a des bailleurs sur ce plateau? De toute façon, on le saura tout à l'heure. Hein. Maître Bondier, bon après-midi et bienvenue. Merci Audrey. Il est inutile de rappeler que vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Ça se sait, tout le monde le sait. Hein. Voilà. Vous êtes une star après tout. Ah, c'est vous qui le dites. Oui, comme j'aime bien le dire. J'ai une autre star sur ce plateau, chers téléspectateurs, Monsieur Somo Maurice. Bon après-midi et bienvenue. Hein. Merci d'être là une fois de plus. Hein. Merci Audrey. La question de savoir s'il y a des locataires et des bailleurs sur le plateau, je vais me présenter comme un bailleur, mais un bailleur particulier. En fait, je suis un agent de l'État, fonctionnaire de la République. Oui. Et comme vous savez, l'État est propriétaire de beaucoup d'habitations qui sont cédées sous forme de bail. Oui. Ouais. En tant que tel, donc, appartenant à l'État, je suis bailleur des logements de l'État. Voilà. D'accord. OK. Voilà. Bah, avant d'entrer de plein pied dans ce débat, d'accord, on va commencer par expliquer les termes locataire et bailleur. Ça ne sera pas M. Somo cette fois-ci, mais ça sera Maître Bondier qui va se charger de le faire. Alors, qu'est-ce qu'un locataire? Qu'est-ce qu'un bailleur? Pour que tout le monde comprenne. Les termes sont fort simples. Un bailleur, comme cela se dit, c'est lui qui donne à bail. Celui qui donne à bail, c'est qui? C'est le propriétaire de la chose louée. C'est-à-dire que c'est lui qui a en fait la propriété de ce qu'il veut donner à l'autre. Et le locataire, c'est le preneur. Le preneur, c'est celui qui vient prendre la chose d'un autre pour en jouir et payer un prix qu'on appelle généralement le loyer. Un terme très simple. Alors, M. Somo, quelque chose à rajouter? Hein? Vous êtes d'accord avec Maître Bondier? Oui, je suis parfaitement d'accord avec Maître Bondier, surtout qu'il a été suffisamment succinct. S'il faut continuer dans ce qu'il a dit, ce serait plus dans les détails, n'est-ce pas? Comme pour dire que dans une situation donnée, pour qu'on en arrive à avoir un bailleur et un locataire, logiquement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit propriétaire. Et bon, pour être propriétaire, il faut déjà en avoir assez pour soi-même. C'est-à-dire que c'est lorsqu'on a un espace, n'est-ce pas, qu'on en a en plus. Et là, dans un genre d'altruisme, donc on vient en aide à autrui. Donc le bail devrait, ou si vous voulez, la location devrait être considérée comme une main tendue envers ceux qui ont des difficultés pour se loger. Donc, et du coup, le locataire, donc, c'est celui qui vient demander, n'est-ce pas, au bailleur la possibilité de se faire loger, même si il y a ce qu'on appelle généralement une contrepartie. Je crois que l'essentiel ici, c'est la contrepartie. La contrepartie qu'il y a dans le fait d'être, enfin, dans ce qui se fait entre le bailleur et le locataire. C'est tout ce que je pourrais rajouter là-dessus. Voilà, alors justement, dans le cadre des relations locataires-bailleurs, il y a plusieurs situations conflictuelles qui peuvent survenir. À quoi c'est dû, à votre avis, Eloi Nzana? Avant déjà de parler de conflit, je pense qu'en réalité, une personne qui met à disposition d'une autre des espaces, notamment de logement, ce n'est jamais pour chercher la bagarre. Celui ou celle des personnes qui vient chercher un espace parce que n'en possédant pas, ne vient pas non plus chercher les problèmes. À partir de ce moment-là, on établit, la société a pensé établir ce qui va les lier. Forcément, ce sera ce contrat et ce sera les contreparties dont parlait tout à fait. Ce sera de l'argent en retour qu'on remettra au propriétaire ou celui qui tient lieu. Parce que le propriétaire n'est pas forcément tout de suite mon bailleur. Il arrive des situations où on ne voit même jamais, on ne sait même pas qui est le propriétaire. Des fois, c'est avec le concierge, généralement. Voilà, ou un notaire, ou un avocat qui gère les biens, voilà, et qui devient forcément
pour le cas d'espèce, mon bailleur. Donc, il y a cela. Maintenant, quand même, il y a plusieurs pistes qui peuvent faire en sorte qu'on se dise, voilà, il y a un problème. Le locataire est toujours, au départ, celui qui est a priori bien placé pour commencer à se plaindre. Il se plaint d'un confort qui manque. Oui. Il se plaint d'un confort, d'un inconfort non déclaré au départ, qu'il découvre, pas forcément au premier mois, pas forcément au 6e mois. Il a bien envie de rester là aussi longtemps que possible, jusqu'à ce qu'il devienne lui-même propriétaire, s'il en a plus tard des moyens. Oui. Il se plaint d'un inconfort qu'il découvre. Et lorsque le bailleur, à un moment donné, lui dira, écoute, c'est ainsi que tu as pris ma maison. Et tu l'as accepté en l'état. Si aujourd'hui, ça ne te va plus, vrai de Dieu, libère mes espaces, paye d'abord mon loyer, libère les espaces et laisse quelqu'un d'autre venir habiter. Voilà ce qui est communément rencontré au premier chef. Mais ça, c'est un peu caricatural. Il faut, je ne connais pas, et je suis très heureux d'être assis à côté de Maître, qui certainement reviendra sur ces éléments-là. J'ai une malmaîtrise de la loi ici. Nous avons été locataires ailleurs et en d'autres cieux, sous d'autres cieux, où des choses sont relativement simplifiées. Oui. Lorsque je rencontre le bailleur pour... Où les choses se passent mieux, vous voulez dire? Je vais dire simplifié. Vous parlez de quoi? Vous parlez de l'Occident, c'est ça? Ouais, je prends une maison et la maison a des... Enfin, pour qu'on me passe la maison, il y a un certain nombre de choses. C'est pas seulement le contrat. Et en plus, le contrat, tel que nous voyons des contrats ici, c'est fabriqué, chacun fabrique son contrat. En plus du contrat, on devrait pouvoir vous présenter la surface de la maison, les conditions de sécurité de la maison, les conditions de résistance technologique ou de toute incidence possible. Voilà, ça c'est des choses que nous n'avons pas. Et puis, voyez-vous, le locataire, quand il arrive, il peut bien vouloir voir tous ces éléments quand il entre. Il ne les aura pas. Mais pour la simple raison qu'on se retrouve toujours en train de chercher la maison dans l'urgence. Mais il doit demander à les avoir. Non, le locataire peut demander aussi. Comprenez qu'on cherche toujours une maison en situation d'urgence. C'est-à-dire que je suis affecté à Douala et je dois commencer le travail la semaine prochaine. Et jusqu'ici, je n'ai pas de maison. Je squatte chez un ancien camarade, un collègue, un membre de la famille. Et ce n'est pas toujours confortable. Donc, il faut trouver une maison. On cherche la maison et bien plus tard, il faut trouver une maison dans la mesure de mes moyens. Donc, le premier bâtiment qu'on me présente, qui soit pas très très loin de là où je travaille, qui soit pas trop cher, même si c'est cher pour l'instant, je mets en réserve et je vais voir si je trouve mieux voulant dire beaucoup moins cher plus tard. Et donc, pourquoi commencer à demander à celui qui est en face de moi comme bailleur tous ces éléments qui pourraient faire en sorte que je perde la maison? Vous voyez? Donc, les a priori, les préalables n'étant pas toujours, le séjour, plus tard, ça c'est sûr, finira de manière conflictuelle, ou se déroulera plus tard avec un certain nombre de conflits qui s'ajouteront à d'autres. Je vais ajouter un troisième élément. On a un fonctionnaire de l'État qui est là, très bien, qui est que, évidemment, je ne connais pas tout à fait bien la politique d'habitat au Cameroun, la politique de gestion de conflits, parce que les conflits entre un bailleur et son locataire, normalement, ça devrait très facilement se régler à la première mairie à côté, avant qu'on arrive à la justice. Et même, vous voyez, tous nos conflits chez nous finissent presque toujours, commencent et finissent au commissariat. Parce qu'on est resté dans une logique où l'éducation au lendemain des indépendances nous a présenté le gendarme, le policier comme celui qui règle tout, celui qui donne l'ordre, celui qui dit ça commence, ça finit maintenant. Donc, il y a tous ces préalables et tout cet environnement assez peu animé par l'État qui alimente des conflits. Peut-être qu'on va revenir là-dessus. Oui, on va revenir là-dessus. Heureusement, on a un avocat sur ce plateau. Maître Bondje saura très bien tout à l'heure répondre à vos préoccupations. Alors, je vais poser la même question à M. Somo. À votre avis, qu'est-ce qui est la cause de conflit entre locataires et bailleurs? Très bien. Je voudrais, n'est-ce pas, avant de rentrer de plein pied dans votre préoccupation, dire à Éloi que c'est vrai que nous sommes rentrés dans une logique de conflit, comme si les rapports entre bailleurs et locataires ont toujours été des rapports conflictuels. Nous allons du préalable que
en général, dans un pourcentage qui me semble suffisamment remonté, ça se passe très bien, pas seulement en Occident, même ici chez nous. Il y a des cas où des gens, à force d'être locataires quelque part, constituent plutôt une famille, deviennent plutôt une famille, et finalement on a de la peine à reconnaître qu'il y a là un bailleur et son locataire. Bon, maintenant, partant de ce fait, pour entrer dans ce qui peut être conflit, il faut dire que déjà, j'aimerais bien, au plan, oui. Sans vouloir vous couper, j'aimerais bien que vous me citiez des exemples concrets, voilà, de conflits qui peuvent amener des conflits entre un bailleur et un locataire. Oui, là, avant de rentrer dans l'illustration, je voudrais m'arrêter sur le principe. Je voudrais m'arrêter sur le principe pour dire que, en réalité, le fait de loger quelqu'un, le fait pour quelqu'un de loger quelqu'un, je prends l'exemple d'une famille. Lorsque vous avez vos enfants sous votre toit, ils sont sous votre domination. En général, dans des échanges que vous avez avec vos enfants à la maison, lorsque vous avez un enfant qui est déjà un grand garçon et qui vous amène déjà des petites à la maison, ou que vous avez votre fille qui de temps en temps vous amène quelqu'un à la maison et dit c'est mon petit ami, des choses comme ça, la réponse en général que certains parents, un certain type de parents donnent à ces enfants, la réponse c'est en réalité pour le moment, vous êtes chez moi, tu es chez moi, ceci tu le feras quand tu seras chez toi. Donc cela dénote d'une certaine logique de domination de celui qui habite chez vous. Ce rapport va se transposer dans le cadre des bailleurs et des locataires. Et va être régulé par un principe général qui est le principe de la dialectique que j'ai souvent évoqué, c'est-à-dire la dialectique du maître et de l'esclave, c'est-à-dire de quelqu'un qui est dominant et d'un autre qui est dominé. Alors, le bailleur se met dans la posture de l'être dominant. Il est propriétaire de la maison et naturellement, il domine sur celui qui est le locataire qui en demande. Bon, même si cela ne va pas se traduire de façon péremptoire, mais il va de soi que dans cette logique, le conflit va naître du fait que celui qui est dans la posture dominée, c'est-à-dire le locataire, veut à tout moment faire prévaloir ses droits et va juste parfois à dire à son bailleur, vous n'avez pas le droit de venir passer devant chez moi. Mettons chez moi entre guillemets, comme pour dire à celui qui est le bailleur, vous avez perdu tout droit sur cette maison, désormais le patron, c'est moi. Donc il y a dans cette attitude la volonté de prendre la place du bailleur et de devenir le dominant et le bailleur de devenir le dominé. Le bailleur qui, lui, ressent cette menace permanente du locataire voudrait maintenir sa position dominante et du coup, il crée donc entre les deux une friction permanente qui va se traduire par un certain nombre d'affrontements. D'affrontements qui peuvent être des affrontements visuels, physiques, parfois des affrontements qui s'opèrent au plan psychologique. C'est-à-dire que dès que le bailleur a vu son locataire, il y a dans un certain inconscient l'idée que celui-là, c'est la personne qui veut m'arracher ma maison ou bien qui veut me dominer. Et du coup, le locataire aussi, quelquefois, lorsqu'il voit son bailleur, il dit « Ah, attention, le type-là, je suis chez lui, je lui donne mon argent et en même temps, il veut me prendre pour n'importe qui. » Ces conflits deviennent donc quasiment permanents. Bon, naturellement, on peut citer des cas de... Lorsqu'il y a beaucoup de proximité entre le bailleur et le locataire, généralement, ça peut être à l'origine de plusieurs conflits. C'est-à-dire, par exemple, lorsque tous ont la même... partagent la même cour, par exemple, le bailleur, le matin, se lève, va parfois dans la devanture de son locataire et se met à enlever les petites herbes, les mauvaises herbes autour, ou alors il y a versé un peu d'eau, et puis du coup, l'autre sent qu'il est touché dans sa propriété privée. Quand le bailleur et le propriétaire ont une relation de proximité au niveau de l'espace géographique, il va de soi que cela peut engager beaucoup de conflits. Dans tous les cas, le conflit, à mon sens, et Maître va le confirmer tout à l'heure, le conflit naît soit sur le plan psychologique, parce que j'évoquais tout à l'heure, soit sur le fait que dans les termes d'entente qui sont passés entre les deux parties, il y a quelqu'un qui essaie de flouer l'autre. Voilà. Alors, beaucoup de conflits trouvent leur origine dans les désaccords sur la question de l'entretien et des travaux des locaux. Mais on observe que la grande majorité des conflits concernent le loyer.
le non-paiement du loyer dans la grande majorité des cas. Maître Bondje? Oui, ben je voudrais d'abord, avant de parler des conflits, Oui. vous savez, pour parler justement des conséquences, il faut d'abord décrire le champ d'action, droits et obligations de chacun. Vous savez que nous sommes dans un domaine où on peut appeler des louages de choses. Louage de choses, c'est le bail, différent du louage de services, qui est le contrat de travail, et du louage d'ouvrage, qui est le contrat d'entreprise. Le louage des choses, c'est quoi? C'est-à-dire que le propriétaire, comme on l'a défini tout à l'heure, vous savez que le droit de propriété donne à celui qui est propriétaire trois aspects, trois caractères essentiels, qui sont d'abord la nue propriété, c'est-à-dire du visible, l'usus, c'est-à-dire l'usage de son bien, et l'abusus, c'est-à-dire qu'il peut vendre son bien, il peut aliéner son bien. Il se trouve donc que dans les trois caractères, il aliène un des caractères qui est l'usus, c'est-à-dire la jouissance de son bien. Et il aliène par rapport à quelque chose. Et c'est ça qu'on appelle le loyer. C'est-à-dire que je vous donne mon bien en jouissance, en contrepartie, vous devez payer un loyer. Maintenant, il y a ce qui me semble être très important, c'est que dans le rapport bailleur-locataire, il y a l'ignorance quasi totale des droits et obligations de chacun d'eux. C'est-à-dire que parfois, vous trouvez que ni le bailleur ne maîtrise ce qu'il a le droit de faire ou ne pas faire, ni le locataire ne maîtrise. Et tout cela se conjugue au niveau de ce qu'on appelle le contrat de bail, qui peut être un contrat verbal ou un contrat écrit. C'est l'occasion, hein, Maître Bondje, peut-être de nous de définir ce que c'est que le contrat de bail, parce que je suis sûr qu'ils sont nombreux qui nous regardent et qui se demandent c'est quoi un contrat de bail. Oui, mais un contrat de bail, comme tout contrat, ça part sur le principe très simple, 1134, tout contrat est une convention entre deux personnes, et c'est là où j'en viens pour revenir à ce que le professeur Sobo disait tout à l'heure, que dans nos sociétés dites traditionnelles communautaires, on a beaucoup plus l'emprise essentiel sur les autres, mais le contrat suppose que vous vous asseyez et que vous vous entendez sur les termes. C'est-à-dire que vous dites ce que vous allez faire. C'est pour ça qu'on parle de consentement mutuel. Et à ce niveau-là, il y a ce qu'on peut appeler des obligations réciproques. C'est-à-dire que j'ai des droits et obligations, vous avez aussi des droits et obligations. Et dans un contrat, comme on le disait tout à l'heure, il peut ne pas être écrit. Mais on sait ce que chacun de l'autre côté peut faire. Mais il doit être écrit. Pourquoi? Parce qu'au moment des conflits, il faudra avoir des preuves. Par exemple, sur le loyer, par exemple, sur qui doit faire quoi dans le bail, il faudrait qu'il y ait un écrit. Maintenant, à l'intérieur du contrat, qu'est-ce qu'on trouve généralement? Quels sont les grands les droits et les obligations, par exemple, du bailleur? Pour le bailleur, il a l'obligation, justement, de donner à bail un immeuble décent. La loi est claire là-dessus. Ça veut dire que vous ne pouvez pas donner à quelqu'un un immeuble que vous savez déjà défectueux. Mais il y a une manière de contourner généralement dans le contrat quand on dit qu'il a visité les lieux et il n'a rien dit. Cela veut dire que le locataire qui ne met pas de réserve est censé accepter même le local qui n'est pas décent. Vous ne pouvez donc pas opposer ça au bailleur en cas de conflit. Et les doit en retour vous donner la jouissance paisible des lieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ni lui ni les tiers, personne ne doit vous troubler là où vous êtes. Parce que ça devient votre maison. Quand le bailleur, et c'est ça l'obligation pour le bailleur, lorsqu'il vient chez vous, il doit vous avertir. Ça veut dire qu'il ne peut pas venir parce que c'est sa maison, entrer chez vous n'importe comment. En fait, quand un locataire loue un espace, ça lui appartient. Ça lui appartient déjà. Pour le bailleur, ça veut dire que le bailleur n'a plus la possibilité de venir là comme il veut. C'est l'obligation justement de faire jouir, non seulement par lui-même, mais aussi que les tiers ne nuisent pas de son fait. Ça veut dire que votre frère, votre soeur, votre cousin ou un ami qui arrive parce que c'est votre maison et donne des dictates aux locataires, eh bien, c'est punissable. Vous pouvez être en trouble de jouissance, vous pouvez être ici en violation des domiciles, parce que c'est désormais son domicile. Voilà les obligations phares. Et là, ce qu'on peut appeler les grosses réparations à faire. C'est-à-dire l'obligation de réparer. Les grosses réparations, c'est les poutres, c'est les toits, etc. Tout ce qui soutient la maison. Donc, tout cela entre dans le cadre des obligations du bailleur. En contrepartie, donc, le locataire a l'obligation principale de payer le loyer. C'est-à-dire qu'il doit payer le loyer et à charge pour lui d'en justifier. J'ai oublié une autre obligation que beaucoup de gens n'exigent souvent pas, c'est de donner la quittance. C'est-à-dire que lorsque vous payez le loyer, le bailleur a l'obligation de vous remettre une quittance de paiement. Beaucoup ne le font pas, mais c'est à tort. Et
vous payez votre loyer, vous avez l'obligation de payer le loyer, vous avez l'obligation de faire des réparations locatives. Oui. C'est-à-dire que les réparations locatives, c'est pour maintenir l'immeuble. Oui. Et vous avez l'obligation de jouir en bon père de famille. Cela suppose quoi? Cela suppose que dans cette maison, vous devez vous considérer comme étant à ce moment-là le propriétaire de la maison. Oui. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas laisser, par exemple, déperdir la maison sous prétexte que ce n'est pas votre maison. Oui. Comme beaucoup le font. Hein. On a souvent des commentaires comme quoi ce n'est pas ma maison, je ne peux pas faire des travaux. Non, là. Pas du tout. D'ailleurs, à deux titres. C'est pas moi qui l'ai construite. À deux titres. Oui. Le premier titre, c'est vous qui jouissez de la maison. Oui. Donc si c'est sale, c'est d'abord vous. Le premier à être puni. Le deuxième, c'est que si on vous donne une maison, vous devez remettre la maison telle que vous l'avez trouvée. En bon état. En bon état. Ça veut dire s'il y a des détériorations, d'ailleurs, c'est là où il y a toutes les garanties, les cautions et autres. C'est pour faire face aux dégradations, aux détériorations dues de votre fait. Parce que si vous le faites, le jour d'inventaire de la remise des clés, le bailleur va constater effectivement qu'il y a telle chose qui a été gâtée. Vous devez payer. Parce que vous devez remettre cette maison louée en bon état. Comme au moment où vous l'avez acquis. Oui. Ouais, donc vous avez un certain nombre d'obligations et puis, comme on dit, les droits, vous avez la jouissance paisible des lieux, l'autre bénéficiera du loyer. Donc c'est tout ça, à mon sens, avec d'autres clauses qui sont généralement introduites dans le contrat de bail, qui est une convention qui vous lie. Et vous connaissez que l'article 1134 du Code civil dit que toutes les conventions légalement signées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que même le juge ne change pas ce que vous avez dit. Il interprète ce qui est dans le contrat. Il joue le rôle d'interprétation. Donc quand vous avez écrit quelque chose, ou comme certains font, on les fait signer un contrat qu'ils n'ont jamais, ou ils n'ont même jamais lu, et au moment de conflit, effectivement, vous vous rendez compte qu'il y avait telle clause, ah bien, on va l'appliquer. Donc il y a des clauses comme ça dans le contrat qui font de telle sorte que si vous les avez signées, vous devez les respecter. Alors voilà donc l'origine. Voilà. Cette origine, pardon, d'abord de la formation du contrat, vous ne vous êtes pas entendu sur un certain nombre de choses, de l'exécution du contrat, donc toute la période là, soit vous ne payez pas le loyer, soit vous cassez les ampoules, les portes, etc. Soit le bailleur vient, comme disait Prof Somo tout à l'heure, vous gêner dans votre jouissance paisible, et puis le plus grand conflit, c'est à la fin du contrat. C'est-à-dire sur la durée du bail, est-ce que le renouvellement, est-ce qu'il faut le renouveler? À ce moment-là, il y a beaucoup de cliquetis. Quelqu'un qui se dit, moi j'ai par exemple investi sur telle maison, il ne faut pas que le bailleur me chasse parce que j'ai mis mais il oublie qu'avant d'investir, c'est une obligation pour lui, il faut informer le bailleur que je voudrais faire ceci et qu'il donne son accord. Son accord, d'accord. Donc il y a ça. Et enfin, parmi les conflits, et ces conflits, c'est le conflit d'intérêts, il y a la révision du loyer. Le renouvellement du bail. Quand le bailleur vous dit j'augmente le loyer et l'autre dit je ne veux pas. Je crois qu'on reviendra tout à l'heure. On va revenir là-dessus. Hein. On va concernant toujours le contrat de bail, hein, Éloi Zala, il faut dire que lorsqu'il n'est pas bien, expliqué, il n'est pas bien négocié, il n'est pas bien rédigé, il n'est pas rare hein, que les rapports se tendent entre les différentes parties. Donc, ce serait peut-être l'occasion de dire aux uns et aux autres d'être plus vigilants. Parce que généralement, au moment du contrat de bail, le locataire, il est dans l'euphorie. Hein. Il s'empresse de signer son contrat de bail sans au préalable bien le lire. Donc c'est peut-être l'occasion aussi d'attirer l'attention des uns et des autres sur cet aspect-là. C'est pas surprenant ce que vous avez appelé euphorie. Je vous dis, les gens cherchent où se loger. Et il n'y a pas de logement. Douala, aujourd'hui, le recensement... Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il n'y a pas de logement à Douala? On voit des immeubles qui poussent tous les jours. On va vous dire. Alors, les immeubles poussent partout. On a l'impression qu'on ne peut pas manquer de logement, en tout cas dans cette ville. Madame, Douala, aujourd'hui, que dit le recensement, le dernier? Que nous sommes une ville d'un peu moins de 2 millions. Mais en réalité, c'est plus que 3 millions d'habitants. C'est-à-dire que vous prenez toute la population de Douala, vous la mettez en Guinée équatoriale, ça fait le plein. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que faites bien un tour dans les quartiers, et nous en faisons tous les jours, ou alors nous habitons les quartiers populaires. Vous verrez bien qu'il y a des studios, des chambres, d'où sortent une quinzaine, une vingtaine de personnes. Si cela n'est pas une image qui illustre
véritablement ce que je viens de dire, qu'il n'y a pas de logement, des logements décents. Je vais pas vous couper, est-ce que c'est dû au fait qu'il y a un manque de logements ou alors c'est un problème de moyens? Parce qu'il y a des maisons où, c'est-à-dire des petits studios où on trouve 10 personnes. Est-ce que c'est dû au fait qu'il n'y a pas de logement? Est-ce que ce n'est pas un problème de moyens, en fait? Moi, ce que je voulais ensuite ajouter, tous les principes qu'on a eu à évoquer ici, ça concerne qui? Dans la ville de Douala, par exemple. Ça concerne qui? D'accord, un bailleur, un locataire. Ça concerne qui réellement? Qui c'est qui vit dans une maison avec un contrat de bail? Bien sûr qu'il y en a un. Moi, j'en ai un. J'ai bien heureusement un bailleur tout à fait correct. Et un locataire même doit exiger un contrat de bail. Il suit votre bailleur, j'espère. Bon, j'espère qu'il me suit. Avec la possibilité de réviser le coût à la fin du mois, c'est ça? Je saurais pouvoir discuter de cela. Tenez-nous informés. Non, je saurais pouvoir discuter de cela. Donc, je veux dire, ça concerne réellement qui? C'est toujours un monsieur qui a fabriqué ces maisons et d'autres personnes qui viennent y habiter comme on veut. Et puis, tous les jours, le lendemain du 30 ou du 31, monsieur qui va passer, il va cogner aux portes. Voilà l'image de la population qui est concernée par l'habitat ou l'habitation dans la ville de Douala. Les immeubles qui poussent tous les jours, qui c'est qui habite les immeubles? Vous avez le cœur de ville de Douala, Akwa. Tout le monde veut habiter à Akwa. Il y a 3 types de maisons à Akwa. Il y a des maisons, vous voyez bien les façades, elles sont bien faites, donc vous y entrez, mais c'est épouvantable. Mais les prix qu'on vous dise, c'est énorme. On vend le quartier. Voilà. Il y a une deuxième catégorie, c'est des immeubles c'est des bâtiments qui sont faits à peu près correctement et les personnes, les propriétaires ou ceux qui tiennent lieu vous disent que c'est pas pour habitation parce qu'ils savent que de toute façon, puisque on est dans le milieu d'affaires, le cœur de ville de Douala, ils ne risquent pas d'accepter un monsieur qui veut habiter dans sa maison parce qu'il sait que le premier commerce qui viendrait paierait 2-3 fois plus. Il y a de la spéculation. Il y a donc une troisième catégorie, ces bâtiments qui essayent, et qui d'ailleurs, pas seulement essayent, qui suivent quelque peu les normes de construction. Et ça, c'est clair que vous ne verrez même pas le propriétaire. C'est une institution qui gère le bail, qui sait qui va y habiter, qui sait quand. Il parlait de fin de contrat. Là, on commence à parler de contrat. On reste là pour 6 mois, on reste là pour 3 ans. Vous prenez la maison pour 3 ans. Si vous voulez, vous partez de là 6 mois plus tard, mais vous avez tout réglé avant de partir. Mais quand on sort du cœur de ville de Douala, c'est là-bas le vrai problème. À Ndokoti, qui c'est qui est le bailleur, qui est le locataire? À Bepanda, pareil. Qui est le bailleur, qui est le locataire? Tout ce qu'on a dit là, en réalité, ça ne tient pas sur les 3 millions d'habitants qu'on a dans Douala. Ça va concerner bien peu de personnes, mais on va parler quand même de ces personnes-là. C'est-à-dire que le contrat, même pour ces personnes-là, lorsque le contrat est présenté, en réalité, c'est un contrat déjà fait. Vous n'avez pas à discuter. Le bailleur vous présente un contrat, vous ne le discutez pas. Vous essayez tout simplement de l'intégrer, de le comprendre et ensuite de trouver votre place. Si plus tard, il y a conflit, bien heureusement, il y a l'aspect, la fibre sentimentale, la fibre, je veux dire, sociale. Il a évoqué tout à l'heure en disant qu'il y en a qui finissent par constituer des familles. Je veux dire, c'est plus ou moins ce que je suis avec mon bailleur. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des problèmes, il faut savoir trouver les termes. Vous savez quel est le point faible de votre bailleur pour aller lui dire, c'est vrai que, d'ailleurs, on ne part même pas, on ne lit même jamais le contrat jusqu'au bout, avant d'aller poser son problème, avant d'aller dire que je vais avoir un souci de paiement le mois prochain. Ou alors, il y a de l'eau qui se déverse dans la maison, ou alors, j'ai l'impression que les chasses ne fonctionne pas bien. C'est pas le mécanisme, mais c'est peut-être les tuyaux on ne trouve pas la sortie. Tu sais à quel moment il faut aller voir ton bailleur, parce que c'est devenu désormais une famille, tu as établi cette relation-là. Donc ça va au-delà du contrat. Un contrat qu'on n'a pas eu le droit de discuter au départ. Et quand arrive un premier problème, on prend même le contrat, on le met de côté. On choisit d'autres arguments. C'est un tout petit peu ce que notre société, à la fois moderne et traditionnelle, nous donne comme avantage. De créer des mécanismes de discussion avec un monsieur qui au départ n'a rien à voir avec votre famille. Pour lui dire, j'aimerais bien que tu m'accordes ci, j'aimerais bien que tu modères ça, j'aimerais bien... Il va refuser au départ, c'est normal. Vous êtes dans une situation conflictuelle, mais à force de discussion, vous trouverez bien le terrain d'entente. Maintenant,
moi, je suis persuadé que dès lors que vous voulez présenter au bailleur les faiblesses des éléments qui sont dans le contrat, je ne suis pas sûr que vous trouvez finalement un terrain d'entente. Si vous arrivez à ce point, c'est que vous cherchez tout simplement à vous séparer. Voilà un tout petit peu l'ambiance générale. Souvent, les choses se règlent en dehors des contrats. Le contrat, de plus en plus, c'est pour un formalisme. On l'intègre, on l'intègre dans notre société, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Quand on demande à un locataire, avant d'intégrer le loyer, un logement, il faut une assurance habitation. Qui c'est qui fait assurance habitation? Oui. Il y en a qui le font. Moi, j'ai beaucoup de chance de pouvoir en faire. La chance. Je ne suis pas sûr que là, il y ait du monde qui soit disposé à présenter au bailleur une assurance habitation. Qui pourrait nous prévenir des choses? Parce que le bailleur non plus n'est pas sous terre pour savoir à quel point l'eau du Vouri est montée au point de bousculer les choses en dessous. Et puis pour casser la maison, ça va être source d'un conflit plus tard. C'est pas moi qui ai cassé la maison. C'est pas moi qui ai construit la maison. Monsieur, c'est toi qui habites la maison. Donc tu arranges ma maison à partir de là. Vous voyez? Donc c'est des choses qu'il est bon de prévenir. Vous m'avez demandé est-ce qu'il y a un conseil? Ben oui, il y a des choses qui nous permettent d'arranger notre environnement dans la relation avec le bailleur et ensuite dans la relation avec le bâtiment dans lequel on habite, dont on ne sait pas comment il a été construit. Oui. Donc, les assurances, il faut bien pouvoir en prendre une et ensuite développer avec son propriétaire, son bailleur ou celui qui en tient lieu, un mécanisme de discussion permanente ou alors saisonnière. Oui. Alors, M. Somo, pour ce qui est des travaux d'entretien, il faut avouer qu'il n'est pas toujours aisé, lorsqu'il y a des problèmes, par exemple, dans la maison, de dire si ça nous revient à nous, le locataire, de nous en occuper ou alors au bailleur. Peut-être que cela devait être clairement défini dans le contrat de bail. Probablement, c'est sûr que Maître Mondier nous dira si ce qui est prévu là-dedans. Mais moi, j'aime toujours aborder mes problèmes sous l'angle que je maîtrise le plus, l'angle du psychologue que je suis. Oui. C'est en réalité, qu'est-ce que le bailleur ressent lorsque, au détour de l'appartement mis en location, il entend le bruit des travaux à l'intérieur. En fait, il a l'impression que quelqu'un lui est rentré dans le corps et est en train d'entreprendre des modifications sur sa propre structure. Parce que les bailleurs vous diront, en réalité, vous ne vous imaginez pas, vous ne savez pas ce que représente cette maison pour moi, combien d'années de souffrance, combien de ceci et combien de cela. Alors, lorsque une modification vient à être faite, si cette modification va l'être sans le consentement du bailleur, le bailleur peut prendre cela comme une véritable offense. C'est vrai que là, les juristes vont nous dire, il semble qu'il y a une architecture de la maison qu'il faut absolument respecter et que cela doit figurer clairement dans les termes de contrat. Mais il y a quand même un certain nombre d'aménagements de l'espace de vie qui est le nôtre et qui fait que lorsque je suis locataire quelque part, forcément, s'il y a de l'eau qui chointe quelque part, avant que je n'aille rendre compte à mon bailleur et que cela est négligeable, je peux bien le faire parce que tout le monde, en réalité, sera finalement d'accord avec cela. Mais lorsque, généralement, c'est quelque chose d'un peu plus grand, qui modifie fondamentalement quelque chose de l'architecture de la maison, il faille le faire. Mais je voudrais, avant de sortir de là, dire que deux choses. Ce que Éloi et Maître ont dit tout à l'heure, me semble être des principes. Le principe dit la chose telle qu'elle devrait ou telle qu'elle doit être. Et le principe s'oppose à la réalité. Lorsqu'on parle de relations bailleur et locataire, conformons-nous à ce qui est statistiquement plus relevé dans notre pays. Pour dire qu'à la fin, combien de personnes sont prêtes, je n'arrive pas à dire lire le contrat, je dis à exiger qu'un contrat se fasse entre le locataire et le bailleur. Je dis très peu, c'est-à-dire que majoritairement,
c'est lui qui cherche la maison, lorsqu'il ne se fait pas arnaquer par les agents immobiliers, et lorsqu'il a pu mettre la main sur quelqu'un qui est propriétaire d'un immeuble, ils vont ensemble, ils vérifient la maison, c'est combien? On dit c'est 15 000 francs le mois. Ok, la vente c'est combien? On lui dit 10 mois, il prend ses 150 000 francs, il donne. Qu'est-ce que vous parlez de reçu? Et là, je vais vous dire une anecdote, hein, où on se retrouve avec des amis tout le temps. Il y a un de nos amis, hein, mon ami Théodore Mongo, qui, pour ne pas citer son nom... Vous avez quand même cité. Oui, bon, nous avons l'habitude de nous moquer de lui, parce que généralement, le groupe sportif dans lequel nous sommes, il y a beaucoup de membres qui sont ses locataires. Alors, nous disons souvent qu'il y a des moments où, dans notre base, lorsqu'on s'envoie une pour la 3e mi-temps, que un de ses locataires dit, écoute, je sais que j'ai des arriérés, mais voici le moment où je peux payer. C'est-à-dire qu'il profite du moment où nous sommes tous là pour venir lui donner, pour venir verser une partie du loyer. Vous connaissez ce que ça veut dire, vous payez un loyer dans ces conditions, et à quoi cela... Il va sortir les casiers. Ah d'accord, je ne continue pas jusque-là. Donc vous savez ce que cela va dire. Et en contrepartie, où est le reçu qui lui sera délivré? Il ne lui sera jamais délivré un reçu. Et c'est le principe de fonctionnement. Il y a par exemple des avances qui se font tout le temps. Le bailleur vient chez vous, vous avez déjà payé certes, mais le bailleur vient chez vous dire qu'en réalité, depuis quelque temps là, il y a un enfant qui est malade, mais tu sais le mois que tu as versé avant là, c'est déjà fini. Est-ce que tu peux me faire une avance? Cela n'a rien à voir avec quelque chose de conventionnel. Majoritairement, les relations entre les bailleurs et les locataires se traitent dans des clauses contractuelles informelles qui n'ont rien à voir avec le contrat de bail qui, lui, est la formalisation de cette entente qui est passée. Alors, et c'est pareil pour les aménagements à la maison. Et je crois que cela fait partie du mode de vie, de notre mode de vie de Camerounais, où tout est plus concentré dans l'informel que dans le formel. Bon, alors, c'est comme ça, par exemple, que lorsque vous avez un petit souci à la maison, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le choix interne, s'il fallait, il fallait voir un spécialiste pour lui dire, viens faire une évaluation. Et généralement, comment le bailleur réagit dans ce contexte? Lorsque vous venez lui dire qu'il y a un problème dans la maison. Et que, surtout lorsque le problème ne menace pas l'édifice dans son ensemble. La première chose qu'il fait, c'est qu'en réalité, il prend tout son temps. Il prend tout son temps. Dans tous les cas, ce n'est pas lui qui vit la situation. Bon, et au moment où il voulait céder la maison, il n'y avait pas ce problème. C'est la première chose. Et la deuxième chose, quand vous insistez, il essaye de réfléchir avec vous pour probablement qu'il y ait un certain 50%, 50%. C'est-à-dire, moi, bailleur, je prends 50%, vous prenez 50%. Quand le locataire est plus téméraire encore et lui dit, c'est à vous que cela revient, là, ils font recours à un éventuel contrat s'il existait. Bon, mais maintenant, quand il n'y a pas de contrat, on dit, OK, c'est là où on appelle Maître Bondier. On dit, la loi dit que quoi dans ces circonstances. Voilà comment nous fonctionnons au Cameroun, et ça, c'est le principe de réalité, si vous voulez. C'est à celui-là qu'il faille se conformer. Alors, Maître Bondier, hein, en cas de conflit entre bailleurs et locataires, à quel moment doit-on faire recours à la justice? Audrey, permettez qu'avant que je réponde... Vous voulez réagir au propos de M. je puisse pas réagir au propos de M. Somou, mais donner à la quintessence de l'origine aussi de ces conflits. Il faut dire d'abord, lorsqu'on regarde, parce que tout à l'heure, il a indiqué d'une certaine manière, il faut d'abord voir la misère et la pauvreté dans laquelle beaucoup de nos compatriotes se trouvent. Et savoir que la misère, la pauvreté, et je disais même le niveau de vie, ce n'est pas seulement les locataires, même les bailleurs. Les gens mettent parfois leur maison d'habitation en location parce que ça devient leur seule source de revenus. Et eux-mêmes, ils se retrouvent peut-être dans un, comme disaient d'autres, KGB, etc., etc. Donc cette misère fait de telle sorte que quand on parle même de contrat de bail, ce n'est pas ce qu'on voit dans nos sous-quartiers, ce n'est même pas des maisons à mettre en location. Mais chacun se débrouille à son niveau, eu égard à cette difficulté de la vie. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que vous savez que dans notre pays, nous vivons la crise du logement. Vous avez entendu parler des logements sociaux qui ne sortent pas de terre, parce qu'effectivement, la construction, d'ailleurs, la Constitution reconnaît que chacun a droit au logement, chacun doit être logé conformément aux besoins, etc. Mais il n'y a pas de maison.
Ne nous contentons pas de ces quelques immeubles qui montent. Il n'y en a pas. Quand vous entrez dans nos quartiers, vous voyez déjà être dans les marécages. Ce n'est pas parce qu'ils aiment les marécages. C'est qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et aller même dans les marécages, vous allez trouver des locataires. C'est-à-dire que des gens qui ont construit dans les marécages et qui ont mis ça en location. On ne peut pas parler de bail dans ce genre-là. On parle de débrouillardise. Et pour revenir à ce que le professeur Souma a dit tout à l'heure, j'indiquerai tout simplement que le droit n'intervient qu'en cas de conflit. Et c'est d'ailleurs votre thème. Oui. Vous pouvez vivre sainement chez vous. Vous faites tout ce qui est mauvais. Vous vous attendez même à dribbler la loi. Mais le jour où il y a conflit, effectivement, on va sortir la loi. Oui. Vous savez, pour donner une anecdote en 30 secondes, il y a une chambre qui avait pris feu à l'université à l'époque. Nous sommes allés, le chancelier, c'était Laurent Esso à l'époque, il a décidé, donc il a pris une décision en disant plus de cuisine dans les chambres universitaires. Nous, responsables étudiants à l'époque, nous sommes allés le rencontrer pour lui dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Le grand-mère est fermé, entendez, restaurant universitaire, qu'est-ce que nous allons devenir? Il nous a dit, vous savez, je ne peux rien dire. Vous pouvez aller vous préparer, mais s'il y a le feu, je sors le texte. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le feu, débrouillez-vous. Mais le jour où il y a le feu, je dirais, et je vous ai dit que je vais sévir. C'est pour dire que quoi? C'est pour lui dire que la loi, en fait, lorsqu'on dit que les clauses, il faut les respecter, il faut faire des contrats, c'est pour qu'au moment de conflit, on ait des preuves que c'est elle qui n'a pas fait son devoir, c'est elle qui devait faire ceci. C'est à ce moment qu'on apprécie justement un écrit. Maintenant, pour revenir et dire la question que vous m'avez posée, à quel moment on doit saisir la justice, la justice, mais on saisit la justice quand on ne s'entend plus. Et il faut dire que la justice n'est pas le seul mode de règlement de conflit. Il y a ce qu'on appelle des modes alternatifs de règlement de conflit. Et tout peut dépendre de ce que vous avez mis dans le contrat. Vous pouvez faire recours à un arbitre pour régler justement vos conflits. Vous pouvez faire recours à une concertation. Il a dit tout à l'heure qu'ils sont dans une équipe de 1-0. Alors, 2-0, voilà. Et ils peuvent être un mode de règlement de conflit qui peuvent être entre eux. Donc la justice n'est pas l'ultime recours. La justice n'est pas l'ultime recours. Mais la justice vient lorsque, non seulement vous n'avez rien prévu dans le contrat, ou lorsque ce que vous avez prévu dans le contrat a échoué, ou si vous ne voulez même pas recourir au mode alternatif, vous saisissez directement la justice. Vous pouvez même saisir la justice quand il y a un conflit partiel. Par exemple, sur le loyer. Le bailleur impose l'augmentation du loyer. Et vous, le preneur, le locataire, vous dites, je ne suis pas d'accord. Vous saisissez la justice qui va donc fixer le loyer conformément à un certain nombre de barèmes, revenant sur certains critères. D'abord, le lieu d'implantation de l'immeuble, la qualité de l'immeuble, etc. Le juge va tenir compte pour dire à peu près combien vous devez payer. Donc, c'est à ce stade-là. Mais toujours est-il que chacun est libre de saisir la justice. Quand il se sent lésé, il peut gagner comme il peut perdre. Alors, il arrive parfois qu'un locataire quitte son logement en cours de bail sans aviser le proprio, ou alors le bailleur décide brusquement, comme ça se fait régulièrement ici, de résilier le contrat de bail et de mettre le locataire à la porte. Que prévoit la loi? La loi est claire. Il faut bien qu'on le sache. Ça me permet de revenir sur un aspect que nous n'avons pas oublié, mais qui est important, c'est de classifier les baux. C'est-à-dire qu'il y a le bail d'habitation, on a les baux commerciaux, les deux n'obéissent pas au même régime, que ce soit au niveau de la registraire ou au niveau justement des conflits. Vous savez que le bail d'habitation reste encore régi par le droit commun qui est le code civil, alors que les baux commerciaux sont régis aujourd'hui par l'acte uniforme portant sur le droit commercial général et qui impose donc non seulement les obligations qui doivent être contenues dans un contrat de bail et encourage effectivement que le contrat soit écrit pour les baux commerciaux et ensuite dit dans quelle mesure, d'ailleurs, on peut renouveler le bail, dans quelle mesure on peut augmenter le loyer, et il dit l'augmentation du loyer, c'est-à-dire que ça doit comprendre une période triennale, c'est-à-dire que si vous avez payé le loyer cette année, pour que le bailleur puisse prétendre augmenter, parce que ce n'est pas automatique, prétendre augmenter le loyer, il faut attendre au moins une période de 3 ans. Et qui dit dans quelles conditions on augmente. Maintenant, donne des conditions dans lesquelles, lorsque vous ne vous entendez plus, il peut y avoir rupture du contrat.
Et s'il n'y a pas rupture, parce que par exemple, pour les baux commerciaux, on vous demande de faire une mise en demeure en donnant 1 mois aux locataires d'avoir à respecter les clauses du bail. Les clauses du bail, c'est ce que vous vous êtes dit de commun accord, qui ne doit pas être contraire à la loi, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas décider de ne pas payer les impôts, ce sera nul et de nul effet, ça doit être conforme. D'ailleurs, c'est le 1134 qui le dit. C'est-à-dire que les lois ne doivent pas être contraires ni à la loi, les conventions ne doivent pas être contraires ni à la loi, ni aux usages et coutumes. Donc c'est sur cette base-là qu'on peut donc établir la relation pour la rupture et autres. Vous avez ensuite fait cas de celui qui quitte la maison sans dire à son bailleur que je m'en vais. Mais s'il a des arriérés de loyer, il va les payer, quel que soit l'endroit où il est. Il peut être poursuivi pour le paiement de ses loyers. S'il a fait des détériorations, parce que le contrat vous oblige à remettre les clés. Vous savez, la non-remise des clés vous expose à beaucoup de choses. Cela veut dire que vous pouvez partir d'une maison, vous n'avez rien fait de mal, mais si entre la période où vous êtes parti et la constatation du bailleur, ou tout simplement l'arrivée du bailleur, on constate qu'il y a un problème, c'est vous qui êtes responsable. Parce que vous n'avez pas remis les clés que le bailleur vous a données à l'entrée. Vous savez. Et si vous êtes parti en fermant les locaux, parce que beaucoup ferment les locaux et s'en vont, le bailleur peut obtenir du tribunal l'ouverture, ce qu'on appelle l'ouverture forcée des portes. Et tous les préjudices qu'il a subis, il peut vous les faire payer, quel que soit l'endroit où vous êtes. Et le bailleur, maintenant, à son tour, qui vient chez vous, et qui vous chasse, casse une porte, enlève les tôles, etc., et court des risques de destruction. C'est pas parce que c'est sa maison qu'il doit se permettre de venir casser les portes. C'est pas parce que c'est sa maison qu'il doit enlever les tôles ni couper brusquement l'énergie électrique. On a eu des bailleurs qui ont été condamnés au pénal pour l'avoir fait. Donc c'est pour ça que j'ai dû tout être dans les clauses contractuelles. Je connais cette histoire d'un bailleur justement qui s'est énervé comme ça parce qu'en réalité son loyer n'était pas réglé. Il avait faim et puis il entendait des odeurs, des parfums qui sortaient de son locataire. Il sentait qu'on y braisait du très bon poisson et lui pendant ce temps n'était pas payé. Mettez-vous à sa place, un type comme ça, il fait comment? Non, la seule solution qui lui reste, c'est de saisir le tribunal. Mais on va quand même dire qu'il y a des bailleurs, il y a des bailleurs qui exagèrent, qui se croient tout puissants, et qui font n'importe quoi. Il y en a qui exagèrent, qui harcèlent littéralement le locataire. Il y a certains qui, avant même la fin du mois, sont déjà devant votre... On va prendre cet exemple-là. D'accord. Pour le moment, on parle des bailleurs qui, avant la fin du mois, sont devant votre porte. Avant le début du mois suivant, sont devant votre porte. Qui, une fois même que le loyer est payé, revient 2 semaines après en disant voilà, j'ai tel problème. Moi, j'ai eu un cas comme ça, il y a 3 ans, en 2010. Pas loin d'ici d'ailleurs, toujours dans ce quartier à quoi. Non, le bailleur, c'est-à-dire que j'entre chez lui, je paye 1 an de loyer, mais 2 mois après, un an de loyer avec 2 mois de caution, 2 mois après, il se place devant moi pour me dire qu'il faut que je rajoute encore 2 mois. Parce qu'il a des problèmes, parce que. Donc il y en a qui exagèrent. Quand on est face à ce genre de bailleurs-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On est d'accord, il y a des bailleurs qui exagèrent. Mais là où je voudrais attirer votre attention, c'est l'attitude que doit avoir, l'attitude d'humilité que doit avoir le locataire vis-à-vis de son bailleur. La deuxième chose, c'est une attitude de compréhension, qui doit être d'ailleurs une compréhension réciproque entre le bailleur et le locataire. Mais le caractère belliqueux de certains locataires est tel que, au nom de la loi qui me protège, et qui fait que le bailleur ne peut pas détruire, ou non, le bailleur ne peut pas s'immiscer dans mon environnement privé parce qu'il m'appartient déjà, au nom de ce que la loi dit qu'il faut que je fasse recours à la justice pour faire X ou Y chose, ils se permettent par exemple de traîner 3, 4, 5, 6 mois avec l'argent qui ne lui appartient pas, qu'il aurait dû verser depuis. Et du coup, vous avez ici une exaspération, voilà, appelons ça comme ça, l'exaspération de certains bailleurs qui passent outre les dispositions légales pour se faire justice eux-mêmes. C'est un peu comme la vindicte populaire qu'on connaît très bien, parce que quelque part, il faut qu'on aille, la loi doit aller dans le sens d'une compréhension réelle de la société dans ses fondements. Et elle doit être là pour que des abus
qui sont constatés, pour les abus qui sont constatés, qu'il y ait de possibilités de réprimer ces abus, ne serait-ce qu'en étant suffisamment compréhensif à l'endroit des personnes. Oui. Autant un bailleur peut réagir fermement et d'une façon illégale à l'endroit d'un et avoir des arguments pour se justifier, autant un locataire peut avoir à réagir de façon intolérable, illégale aussi, parce que quelque part, il a des arguments pour se justifier. Mais est-ce qu'on peut réagir de façon illégale? Parce qu'on est dans un pays quand même où il y a des lois. Il faut qu'on les respecte. Éloi Zana? Oui, je vais vous dire que on parlait encore une fois de principes. Et j'ai bien dit que dans la ville de Douala seulement, ces principes ne concernent pas 10% de la population. On va me demander c'est où les statistiques. On est dans un pays où les statistiques ne nous ont pas toujours produit. C'est des faits, c'est des faits. Nous fréquentons, voilà, ça se voit, l'illustration est au coin de la rue. 10% de personnes sont concernées, à peu près 10%, pas plus, concernées par ces principes-là. Il n'est donc pas surprenant d'avoir des querelles chaque jour au quartier, avoir un bailleur, on va mettre ça entre guillemets, devant une porte, ou un locataire qui passe pour être désormais le patron des lieux et le propriétaire ou celui qui tient lieu n'a pas de bouche. Moi, ce que je voulais dire, c'est que malheureusement, notre pays fonctionne avec beaucoup de spontanéité, avec beaucoup d'improvisation. Et là encore, l'improvisation est immense. C'est-à-dire que les professionnels de l'immobilier sont là. Des agences immobilières professionnelles existent pour pouvoir aider l'État à contrôler et à mettre de l'hygiène et de l'oxygène dans ce secteur. Cela ne se fait pas. Ça, ce serait des choses un peu plus simplifiées, aussi bien pour les avocats, pour des personnes qui cherchent des logements ou qui en ont déjà, et des propriétaires qui n'auraient pas à gérer si petitement ce genre de situation. Donc moi je tire très 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 fortement sur et contre l'État parce qu'en fait, évidemment on va me dire nul n'est censé ignorer la loi. Encore faudrait-il que de là où je suis, j'ai eu les possibilités d'aller à l'école pour apprendre à lire, à écrire. On va voir la quantité de personnes qui ne savent pas lire. Encore une fois, de nos jours, les lois ou les principes qui existent ne devraient pas rester dans les tiroirs. Ils devraient partir des tiroirs vers les populations et gratuitement. Gratuitement. De là où je me trouve, je devrais être assailli pratiquement toutes les semaines par des annonces, des informations venues de la mairie, de la préfecture, mais on n'en a pas. Et aujourd'hui même, la préfecture ou la mairie devrait avoir des sites internet où, puisqu'on n'a pas de personnel pour envoyer au quartier, que j'ai la possibilité de mon bas fond de quartier entrer sur Internet. J'ai essayé avant de venir ici hier, on m'avait donné le thème, de voir qu'est-ce qui est prévu dans la politique d'habitation au Cameroun, etc. Je trouve rien. Il vaut mieux, pour avoir ces choses-là, il faut que j'aille dans des cabinets d'avocats, que j'aille voir un camarade qui a fait le droit. Encore faudrait-il savoir s'il sait des choses sur les questions de contrat de bail. On vit dans un environnement, je ne vais pas dire des mots très gros en disant, dans un pays où les choses se passent de façon spontanée, un tout petit peu aléatoire. On vit de façon alambiquée et amateur à tous les points de vue, de telle sorte que parler de gérer ce type de conflit, ça va être très compliqué. À Yaoundé, il y a un certain maire qui voudrait pouvoir discipliner la ville. Ben, je suis persuadé qu'il est applaudi dans un sens et presque haï dans un autre. On veut bien avoir une ville propre, on veut bien avoir une ville qui soit assez bien rangée, mais entre-temps, on en a tué des personnes. Parce qu'on a récupéré des personnes qui habitent depuis 50 ans un quartier de façon spontanée, et lesquelles personnes vont se retrouver dehors sans avoir d'alternative. Pas simplement parce que je vais me retrouver dehors, que c'est la peine, mais au-delà de cela, on finit par avoir des morts. Tout à l'heure, il y avait des anecdotes. Ntaba a eu des personnes mortes parce que le souci, les petits-fils nés dans cette maison que j'ai eu à bâtir de terre, dans cette lobby de Ntaba à Yaoundé, vont se retrouver sans gîte. Et c'est des générations et des générations de personnes. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ce point-là? On est arrivé à ce point parce que nous n'avons pas de politique
nous n'avons pas de vision. Nous n'avons, s'il te plaît. Nous n'avons pas. Vous prendrez la parole tout à l'heure. Je vais vous la céder. Si je peux chuter, si je peux chuter, vous allez. Jean. Alors, si nous avions une politique claire, si nous avions une politique claire et une animation constante, la mairie de Yaoundé 1er aurait depuis le temps interdit, aurait depuis le temps fait en sorte que cet espace non habitable, parce que c'est des marécages, ne soit jamais habité. Oui, voilà. Oui, on vous a très bien compris. Monsieur Somo. Oui, non, Éloi, je voudrais que Éloi et moi soyons d'accord sur la chose que nous partageons le plus et qui est la chose la mieux partagée au monde, c'est le bon sens. Même s'il y a des lois et des règlements qui gèrent ou qui régulent la vie en société et dans la République, ces lois, ces règlements s'appuient sur ce bon sens. Je vais prendre un exemple précis. Faut-il qu'il y ait un gendarme derrière un Camerounais qui va se retrouver à investir dans ce qu'il a appelé un lobby? Je vous dis, prenez un exemple ici, allez à Douala, dans un site qu'on appelle Makepe Misoke. Traversez-y. Vous voyez des gens qui, à longueur de journée, investissent des sommes faramineuses pour construire une maison dans un lieu qu'il sait pratiquement inhabitable. Vous voulez donc que chaque fois que quelqu'un, dans son petit coin de la brousse là-bas, entreprend quelque chose qui va contre sa vie, il faut que l'État soit là à lui dire... Non, laissez-moi finir. Je vais poser une question. Laissez-moi finir. Que quelqu'un soit là, oui, bien sûr. Que quelqu'un soit là à lui dire non, ce que tu fais n'est pas bien. Le cas de Ntabalonkak auquel il fait allusion, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais il doit reconnaître... On va le redire, Éloi. On va le redire, Éloi. Mais en réalité, ce n'est pas le devoir de l'État. L'État s'appuie sur le bon sens des uns et des autres. C'est une démission. C'est ça. L'État n'a pas démissionné. Non, c'est une démission. Vous ne pouvez pas dire ça. L'État joue son rôle. C'est une démission. Je vais demander qu'on coupe mon... Je ne veux pas qu'on parle de l'État ou de politique ici, vraiment, ce n'est pas le thème. Mais Maître Bondje, par qui doit être rédigé le contrat de bail? Est-ce le bailleur seul qui a la possibilité ou alors le pouvoir de rédiger un contrat de bail, ou alors ça doit se faire de commun accord avec le futur locataire? Votre question est d'importance capitale, mais je crois, en définissant le contrat de bail tout à l'heure, j'ai indiqué, c'est un consentement des deux co-contractants. C'est-à-dire qu'ils doivent s'asseoir et de commun accord, ils disent ce qu'ils veulent faire. Parce que le plus souvent, c'est que même chez des professionnels avérés, on a parfois l'impression que les gens transposent de contrat en contrat. Chaque contrat a ses réalités. Lorsque je fais le contrat de quelqu'un qui est à quoi, ce ne sera pas le même contrat que je vais faire pour quelqu'un qui est à Bonamoussadi ou de quelqu'un qui est à Village, etc. Ça tient compte non seulement du lieu, ça tient compte des personnes même, ça veut dire des co-contractants, ça tient compte d'un certain nombre d'éléments. Et ça tient aussi compte, si c'est les deux qui viennent me voir, parce que ça dépend. Si deux personnes viennent me voir pour que je leur rédige un contrat, je l'équilibre. C'est-à-dire que je cherche à mettre dans le contrat des choses qui leur sont semblables. Si c'est une seule personne, je lui indique, parce qu'il est venu me demander des conseils, ce qui est bien pour lui, ce qui n'est pas bien pour lui. À lui maintenant, dans la discussion avec l'autre, de faire prévaloir les intérêts qui sont les siens. N'oublions pas que dans le contrat, chacun vient avec ses intérêts. C'est-à-dire que chacun cherche à faire primer ses intérêts. Et ça me permet à ce moment-là de dire, pour répondre à cette question qui s'est posée, que nous sommes devant l'offre et la demande. Vous savez que la loi du marché tourne tout autour de l'offre et de la demande. Si l'offre est grandissante et que la demande, l'offre est petite et la demande grande, vous assistez justement à ce que ceux qui offrent soient supérieurs à ceux qui demandent. Parce que ici, ils vont vous faire subir leurs lois. Vous ne voulez pas vous laisser parce qu'un autre... D'ailleurs, lorsque vous allez même vers un bailleur, il vous dit... Quand vous ne voulez pas accepter les 100 000, hier même j'ai refusé 120 000. Parfois, il ne ment pas. Donc, alors que si l'inverse se produit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de logements, vous verrez que les locataires auront leur loi. C'est-à-dire qu'il arrive, vous dites 100 000, je vous donne 60 000. Vous ne voulez pas, je m'en vais chez votre voisin qui a la même maison. Et c'est pour ça que je suis d'avis avec les lois sur la mise en place d'une politique de logements sociaux. Parce que lorsqu'on voit la politique des logements sociaux aujourd'hui, l'État fait beaucoup, c'est vrai.
Mais on a l'impression que ce n'est pas des logements sociaux. Qui habite Monamou Sadi? Qui habite dans les locaux que l'État met les moyens pour relever ceux qui ne peuvent pas de par eux-mêmes construire des maisons? Vous allez retrouver les mêmes gens qui ont de l'argent pour construire, venir encore habiter dans les locaux réservés à ceux qui ne peuvent pas. Qui obtient les crédits dans nos structures, notamment les crédits, vous parlez de crédit foncier, ils ne sont pas nombreux qui obtiennent des crédits là-bas. C'est les mêmes gens qui ont la capacité, avec leur propre fonds de construire, qui vont obtenir des crédits. Et à ce niveau-là, on assiste à quoi? On assiste à ceux qui n'ont rien, qui ne peuvent pas acheter un terrain, d'ailleurs, parce que les terrains aussi sont chers, et ça revient à ce qu'il disait là. Les gens ne construisent pas dans les marécages parce qu'ils veulent. Les gens y construisent faute d'endroits où construire. Pour la plupart. Et ça pose un autre problème qui est important à mon sens, c'est l'extension d'une ville grandissante comme Douala. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on la limite à un petit endroit, que les gens aillent construire à 27, 28, 29, 30 km de Douala, parce qu'ailleurs, c'est ce qui s'est fait. Quand vous arrivez à Paris, ben, si vous prenez seulement la seule ville de Paris, vous risquez d'inclure tout le Cameroun à l'intérieur. C'est-à-dire que vous faites des kilomètres pour arriver là où vous restez. Vous travaillez à des centaines de kilomètres parfois. Donc on a cette politique et c'est la communauté urbaine qui doit réfléchir dans ce sens. Oui. Maître a relevé un aspect très important, hein, M. Somo. Le contrat de bail se fait d'un consentement mutuel. Mais ici, ce qu'on observe quand même généralement, c'est que quand on aménage une maison, le bailleur nous présente, et Éloi l'a relevé aussi, le bailleur nous présente généralement un contrat déjà fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas discuter, on ne peut pas négocier, ou on prend ou on ne prend pas. D'ailleurs, on a déjà payé, on nous présente le contrat après. Parce que moi, j'ai déjà eu ça. C'est-à-dire que je paye et c'est après qu'on me présente le contrat. Je suis devant les faits accomplis, je n'ai pas le choix, je suis obligé d'accepter. Oui, je crois que Maître Mondier a donné une explication fort plausible sur ce qui explique logiquement cette situation, c'est la loi du marché. L'offre qui est ici est très très inférieure à la demande, ou la demande qui est extrêmement supérieure à l'offre. Et du coup, non seulement on s'en tient aux plus offrants, mais en réalité, les bailleurs, eux, ils s'aménagent toutes les conditions nécessaires pour que dans ce contrat qui va être rédigé, qu'ils soient principalement et totalement les premiers gagnants. Bon, alors, et cela répond à la réalité, parce que j'ai dit, si il y en a qui vont jusqu'à un contrat, jusqu'à rédiger un contrat, ils sont, et nous sommes, Éloi et moi, on est d'accord là-dessus, c'est une infime minorité. Dans la majorité des cas, ce qui se passe, c'est que le bailleur a déjà mesuré, a déjà planifié ce que lui rapporte. Et c'est là où il faut tenir compte de la dimension humanitaire, de la dimension sociale de ceux qui aujourd'hui sont des bailleurs. C'est-à-dire que l'homme qui octroie des maisons en location, ce n'est pas qu'en réalité, il a, dans un élan altruiste, envie d'aider des personnes à qui il manque de logement. En réalité, c'est un business. Le gars met c'est un business. Et comme disait cet Ivoirien, il n'y a pas de pitié dans ce business. Oui. Ici, le bailleur fait tout ce qu'il peut pour que dans ce qu'il va entreprendre, qu'il gagne et il gagne le plus possible. Je vous assure que ce sentiment de capitalisme à outrance, dans un environnement de misérabilisme et de misérabilité ambiante, c'est tout à fait normal qu'on arrive à une situation de total déséquilibre. Et cette situation va davantage se poursuivre. Je suivais un reportage dernièrement sur une chaîne étrangère. On parlait des cages de Hong Kong. Des cages de Hong Kong. Eh bien, vous voyez qu'à Hong Kong, des gens vivent dans des cages. C'est-à-dire qu'un petit appart comme celui-ci, on fait des cages où, tels des oiseaux, comme des oiseaux viennent se nicher, vous voyez des personnes qui viennent se nicher. Mais on vous dit, si on vous dit combien ça coûte, et des gens qui y accourent pour avoir une cage où ils vont s'allonger et y passer la nuit, malheureusement, avec l'extension, ou démographiquement l'extension de la population,
et avec un développement économique qui n'est pas joint à ce développement démographique, il y a bien des risques que pour les années à venir, qu'on aille toujours dans cette réduction des possibilités de logement et forcément dans l'augmentation des intérêts, de l'intérêt que les bailleurs, des intérêts des bailleurs. Vous ne pouvez pas faire autrement. Je vais chuter en disant que je ne vais pas revenir sur un débat que nous avons eu tout à l'heure. Je voudrais tout simplement qu'on s'entende sur quelque chose. La notion de logement est d'abord une notion personnelle, qui tient compte des goûts de chacun, mais qui tient aussi compte des moyens des uns et des autres. Bien, il ne faut pas faire de cela un prétexte pour tendre un tout petit peu l'embuscade ni aux bailleurs, ni au gouvernement. C'est-à-dire que des gens, comment est-ce qu'ils tendent l'embuscade? Quelqu'un va dans un endroit qui ne peut pas être, qui n'est pas viable. Il sait très bien que cet endroit n'est pas viable. A-t-il le choix? Parce qu'il dit sous prétexte qu'il n'a pas le choix, alors et sachant qu'il va rallier ceux qui sont dans sa condition à sa cause, eh bien, il fait ce qu'on pourrait appeler de la provocation. Mais non, on ne fait pas de la provocation où on ne donne pas à autrui de régler une situation qu'on peut soi-même à la base arranger. C'est pourquoi je recommande, moi, à mon sens, que des personnes comme ceux qui vont nicher dans des marécages ou qui mettent des bailleurs en difficulté, quand c'est compliqué, vous allez dire c'est mauvais. Mais quelqu'un a dit, le ministre de l'Agriculture a dit quelque chose l'autre jour. Il a dit, si nous avons des problèmes dans l'agriculture, il faut que les jeunes qu'ils rentrent au village. Là, il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de possibilités. C'est une possibilité. Parmi tant d'autres, c'est aussi une possibilité. Maître Bondji. Oui, je voudrais revenir. Je sais que le patron du professeur Somo, c'est l'État. C'est normal, c'est amusé. C'est amusé qu'il parle. Mais l'État, c'est nous tous. L'État, c'est nous tous. Donc, en fait, ton patron, c'est nous tous. Bien, Maître Bondji, qu'on arrête de parler de l'État ou alors de politique. Tout à fait. Non, il n'y a pas de politique. Non, il n'y a pas de politique. Je voulais lui dire tout simplement, pour revenir à la thématique du jour, pour dire que, pour éviter tous ces conflits, il l'attend. Il faudrait qu'on arrive à voir... On va arriver aux solutions, ne vous inquiétez pas. Ne donnons pas encore les solutions. Oui. Malheureusement, c'est l'heure du Vox Pop, mais on m'annonce. La réalisation me fait signe qu'on ne pourra pas avoir le Vox Pop. Pourtant, j'ai eu de très belles interventions hier. Maintenant, je vais vous poser la question qu'on a posée hier lors de ce Vox Pop. C'est quels sont vos rapports avec votre bailleur? Quel type de bailleur avez-vous? Alors, chacun de vous va me donner la réponse sur ce plateau. Bon, je fais mon Vox Pop ici en studio. Je commence par M. Somo. D'accord, là, vous voulez dévoiler nos intimités, non, mais notre vie intime. Soyez un peu franc, oubliez qu'il y a des caméras et que vous êtes en direct. D'accord. Et l'honnêteté de dire la vérité. Moi, bon, je sais, c'est à M. Bondji qu'il faudrait demander tout à l'heure d'être honnête, parce que s'il ne dit pas la vérité, eh bien, je vais le dire à sa place. Mais pour ce qui me concerne, moi je suis logé par l'État. Bon, j'ai des rapports excellents avec mon bailleur, qui est l'État. Franchement, je ne me plains pas. Le contrat, il est clair, il a été rédigé. On m'a demandé au bas du contrat de parapher, c'est-à-dire de signer. J'ai paraphé et j'ai l'impression que ce contrat est le meilleur du monde. Et je crois que ceux qui sont des bailleurs, des privés, devraient s'en inspirer. Il y a Mongo Théodore Ruben qui me gère à la Société immobilière du Cameroun, SIC. Il n'y a pas de publicité pour cette société. Je crois que ce n'est pas une société commerciale. Donc, c'est une société commerciale. Je ne savais pas, je croyais qu'elle était un peu pour l'État. Donc, ils sont suffisamment regardants sur les conditions des uns et des autres. Les loyers sont ajustés sur les revenus individuels. Maître Bondji dit que là-bas, il n'y habite que des grosses pointures. Mais le professeur Somo est une grosse pointure. Je ne crois pas. Ailleurs, le professeur Somo ne serait pas dans les logements sociaux. C'est la même question à Eloin Zana. On va dire carrément que vous avez beaucoup de chance. Contrat parfait, vous n'avez pas de problème. Non, ailleurs, il ne peut pas être là-bas. Oui, c'est une question simple. La réponse, la mienne, va être relativement complexe. Avant de revenir donc à cette question, n'ayons pas peur du terme politique qui signifie simplement gestion des espaces et des biens publics. Oui. Ça ne touche personne, puisque ça nous touche et nous concerne tous. Oui.
ici, on a appelé SIC. Ailleurs, à l'image, ça s'appelle HLM. Et quand on commence à parler de HLM, on a presque honte de dire que je suis HLM. Ouais. Professeur ne dirait pas que je suis habitant, occupant HLM. Tout à fait. Qui sont des logements bien plus bas que des logements sociaux. Or, ici, nos HLM à nous sont occupés par des hauts fonctionnaires, par des dirigeants, quelquefois qui ont fini par en avoir la propriété et qui ont mis en location parce qu'ils sont Sous-location. en sous-location. Voilà la réalité. Hein. Et ça, c'est des questions de malgestion publique. Et ça, c'est une malfaçon politique. Je ne touche aucun politique, mais c'est une façon de... Par ailleurs, il y a que l'État a créé une belle chose il y a quelques années qui s'appelle la maïture. Une très très belle chose qui aujourd'hui doit avoir 35 ou un peu plus, 35 ans. C'est la maïture qui crée les espaces aujourd'hui au Douala Nord. Quand on veut aller de ce côté de Douala, on dit je traverse Aqua Nord. Douala Nord, la maïture a créé une ville nouvelle là-bas. Oh, bon, on peut faire la publicité des affaires de l'État, ça c'est pas un problème. Et cet instrument a presque arrêté de fonctionner réellement sur le terrain. Viabiliser des espaces. Aujourd'hui, les gens se retrouvent en train de se faire eux-mêmes des espaces dans les marécages. La maïture a des urbanistes et des architectes, des gens capables de penser le sol et l'environnement. Je permettez vraiment que je oui, mais vous allez répondre à ma question quand même. Hein. J'arriverai à cela. Je sais bien... Parce qu'on y va à la fin de l'émission. D'accord. Donc, ce que je veux dire, c'est que Dedo, où nous traversons tous pour aller à Bonamoussadi et tout ça, Dedo est à moins de 100 mètres du fleuve. Si celui qui habite Dedo ne peut pas habiter Dedo, où ira-t-il habiter parce qu'il y a de l'eau? Et ça a toujours eu de l'habitation. On voit bien les problèmes qu'il y a sur l'axe Aguano où il y a toujours des cratères. Ça doit être... J'ai causé avec les environnementalistes qui disent le sol là n'absorbe pas de l'eau. Ça ne va pas plus loin, il y a une nappe en dessous. Donc forcément, il y aura toujours des soucis. Mais il y a des gens qui sont formés pour gérer ça. Et lorsque des hommes arrivent à vivre de façon spontanée et toujours de façon spontanée, c'est que nous n'avons pas bien plus loin des personnes qui peuvent penser à une suggestion de sortir, de nous éloigner du marécage et aller en direction de Bassa, en direction de Déa. Voilà des solutions. Et envoyer d'ailleurs des institutions. Vous allez accorder le même temps de parole. Il y a eu 2 tours ici où je ne suis pas intervenu. Alors, Éloi Zana, vous allez chuter, n'est-ce pas? Je vais chuter en disant que par ailleurs, par ailleurs, il se trouve que sous d'autres cieux, un maire, c'est le nouvel habitant qui habite le quartier. Ici, nous en sommes essentiellement éloignés. Mais parce que justement, des choses ne sont pas pensées. Il n'y a pas une vision. On ne peut pas savoir s'il y a une nouvelle maison au quartier. Très bien. Alors, est-ce que moi, j'ai un bailleur? Merci beaucoup. Je perdais espoir. Hein. J'avais l'impression que vous n'alliez pas répondre à ma question. Je vous ai dit au départ, lorsque vous me présentiez aujourd'hui, que je suis un locataire. Propriétaire non bailleur par ailleurs. Locataire, et j'ai cité entre-temps, et il m'a d'ailleurs chahuté là-dessus en disant qu'il espère que mon bailleur m'entend. Jusqu'à maintenant, j'ai quelqu'un qui, non seulement il a des logements essentiellement modernes, et qui lui-même a, au-delà du fait qu'il soit un notable, un comportement à peu près moderne. Je vais juste tout simplement réclamer que ce type de personne rentre dans un nouveau système de gestion de ces immeubles, qui est de se rapprocher des sociétés qui se veulent professionnelles, des sociétés immobilières, qui feront qu'il aura beaucoup moins de stress, il aura tout simplement ses sous qui arrivent dans son compte, et ça améliorera sa relation, ses rapports avec des locataires qui peuvent être un tout petit peu à l'image de ce qu'il a eu à décrire tout à l'heure, et je suis d'accord avec lui. Ce type de choses soulage des bailleurs qui se voudraient modernes. Qu'il y ait pas les professions spontanées des agents immobiliers avec les cartons en route, mais des sociétés immobilières qui existent. Et au Cameroun, il y en a. Maître Bondji, moi, je dis que je vais faire la différence. Vous êtes comme M. Somo, vous avez beaucoup de chance, vous n'avez pas de problème. Je voudrais dire, il a eu l'occasion d'arriver chez moi. Je voudrais dire, en faisant la différence entre le bail d'habitation, le bail professionnel, je dis toujours que je suis le locataire de ma femme que j'appelle ma bailleresse. Mais
mais c'est notre domicile que nous avons construit, donc nous sommes propriétaires. Sur le plan d'habitation, mais sur le plan professionnel, effectivement, j'ai un bail professionnel. J'ai un bail professionnel, j'ai d'excellents rapports avec mon bailleur, parce qu'il me fait même confiance. Parce que quand un bailleur vous confie certains de ces dossiers, ça veut dire qu'il vous fait confiance. Oui. Et je crois que je n'ai pas mal à partir avec lui. C'est très bien tout ça. J'espère que c'est parce que vous êtes devant les caméras. Non, pas du tout. Je voudrais terminer en quelques secondes. Je voudrais terminer pour dire au professeur Somo qu'il faut qu'il vienne me voir pour qu'il quitte le HLM. Il est professeur, il doit avoir une maison décente à la qualité de son titre. Alors on verra tout. Je voudrais qu'on demande à l'État de lui donner quelque chose de plus sûr. Ok. Le message est passé. Alors moi, quand je faisais ce Vox Pop, je les ai tout à l'heure, j'ai eu de très belles interventions. Il y a beaucoup qui me disaient, j'ai de très bons rapports avec mon bailleur, ou alors ma bailleuresse, c'est une maman pour moi, on forme une famille. Comme vous le disiez tout à l'heure, Maître Bondjé, c'est ce qui devrait être. Il y a aussi un c'est son histoire, qui m'a intrigué, qui m'a dit, mon bailleur et moi, c'est la guerre. Parce que ça fait 2 ans que je ne travaille pas, je suis sans emploi, je n'ai pas de ressources financières. Ça fait quelques mois que j'ai des arriérés, mais mon bailleur n'est pas compréhensif, il veut me mettre à la porte. Alors, quand on se retrouve dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut avant aller voir le bailleur, essayer de lui expliquer la situation? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que le professeur Somo a dit quelque chose d'important tout à l'heure. Les textes sont là pour garantir les dérives, pour sanctionner les fautifs, mais l'essentiel dans la vie humaine, c'est les relations qu'on a interpersonnelles. C'est-à-dire que la manière de négocier, de se concerter, de se voir, de se parler. Vous savez, quand vous parlez, comme nous sommes là, on se dit un certain nombre de choses, on se pardonne, on comprend, on négocie, on trouve des solutions. Lorsque vous restez carré sur vos positions et vous restez à l'extrême, la situation peut devenir pire. Ça veut dire qu'au-delà du simple contrat de bail, il peut y avoir même mort d'homme. Vous imaginez une personne qui sait que les quelques 20 000 qu'on me donne tous les mois dans ma maison, c'est avec ça que j'arrive à manger un peu de tapioca chez moi, et vous sévrez cette personne pendant 6 mois, la personne se dit, comme tu veux ma mort, je vais te tuer avant. Et c'est pour ça que vous trouverez d'autres personnes à lever les portes, couper l'énergie, prêts même à vous agresser physiquement parce que c'est leur seul espoir. Donc moi je pense que quand il dit qu'il a trop de conflits, et il vous donne même l'origine de ce conflit, ça veut dire que c'est lui la faute, en principe. Parce que le seul fait de ne pas payer son loyer est déjà résolutoire de son contrat. Vous savez, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'une des obligations capitales du prêteur. Mais nous sommes tous humains quand même, Maître Bondjé. Et c'est pour ça que je dis, c'est à lui d'aller vers son bailleur, de tout faire, même par personne interposée, comme il le disait tout à l'heure, pour faire comprendre à son bailleur que ce n'est pas une volonté de ne pas payer, mais c'est une situation conflictuelle qu'il vit de par le fait qu'il a été sûrement remercié quelque part, mais ce n'est pas au bailleur de venir vers lui pour dire « mon fils, on fait comment ?» Quand on est fautif, on s'arrange pour que la faute soit réparée d'une certaine manière. Ou à défaut, comme tout le monde, il portait ses bagages, et comme le ministre de l'Agriculture a dit, il portait son bagage et il rentre au village. Il a dit qu'il y a les terres là-bas, mais j'en doute. Voilà. Alors, comment prévenir? D'accord, là vous voulez évoquer les solutions tout à l'heure. Ça vous donner l'occasion de les donner. Tout à fait. Moi, voilà. Vous êtes pressé, Maître Bondjé. Alors, comment faire pour prévenir ou alors éviter les conflits entre locataires et bailleurs? Je vais commencer par vous donc. Bon, d'abord, dans le contexte qui est le nôtre, on ne va pas tout simplement se cantonner au respect des textes. Parce que, comme on le dit, ventre affamé d'un point d'oreille. Vous avez beau faire les meilleurs textes du monde, si vous n'avez pas la capacité d'y faire face, ça va échouer. Et nous sommes dans la misère totale, ce qui veut dire que l'État a encore un grand rôle à jouer, c'est-à-dire donner l'impulsion nécessaire pour que certaines structures se mettent en place au bénéfice de tous, en communauté. Et là, on a un problème crucial, il me semble. Il faut la réforme foncière. Parce que vous avez des personnes dans la seule ville de Douala qui ont 50 titres fonciers. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas logique. Il faudrait que l'État fasse la réforme foncière pour que les gens puissent étendre la ville, que les gens puissent construire. Vous arrivez dans certains contrées
dans nos villages, etc., vous trouvez des plaques ici, propriété privée. C'est la forêt. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui occupe l'espace. Il faudrait donc qu'on arrive à établir soit le bail entre les propriétaires de ces espaces et les constructeurs, qui doivent être des structures bien encadrées, comme en Europe, qu'on crée donc des structures capables d'investir dans l'immobilier et de récupérer leur investissement, pas sur 10 ans ou 20 ans qu'on font beaucoup de nos structures dans ce domaine, mais même sur 50 ans. Ça veut dire que le loyer va devenir moins cher, on aura des coûts sociaux. 15 000, je crois que beaucoup seraient capables, mais à plus de 25 000, 30, 40 000, ça commence à être difficile. Et j'en terminerai en disant que les conflits doivent être visés par des commissions. Ailleurs, on a créé des commissions pour régler les conflits. C'est-à-dire que dans beaucoup de secteurs, soit arrondissement, soit chez le préfet, soit chez le maire, soit chez le chef de quartier, un certain semblant de commission pour que ces conflits se règlent là. Parce que lorsque ça arrive au tribunal, c'est parfois corsé. Et vous savez, si vous n'avez pas déjà les moyens pour payer le loyer, si vous n'avez pas déjà les moyens, parce que vous attendiez votre loyer pour pouvoir vivre, saisir le tribunal devient difficile. Ça coûte de l'argent. Beaucoup de gens viennent nous voir. Tel locataire ne paye pas, comment je vais faire pour le sortir? Quand vous lui demandez, il vous paye combien? Il dit 10 000. Et on commence à lui dire que la conciliation, c'est dans les 50 000, les ceci ou cela. Ça devient difficile. Et le pauvre n'a que des larmes aux yeux en disant, s'il veut prendre ma maison, qu'il la prenne. Donc je crois qu'il y a un certain nombre de structures que l'État doit créer dans ce sens. Il y a de la réforme sur les lois, mais surtout, je pense que l'État, au niveau de l'encadrement, doit jouer son rôle. Voilà. Et Luanzana? J'aime bien quand il finit par ces deux arguments. L'État doit jouer son rôle. Ah ben oui, hein, ça, le contraire m'aurait surpris, Éloi. Voilà. J'aime bien ça voilà. parce que voyez-vous, si en plus c'est nous l'État, si nous ne pouvons pas gérer les espaces publics, des choses vont s'imposer d'elles-mêmes de façon désorganisée, de façon désordonnée. Remarquez que dans la ville de Douala, si vous cassez tous les quartiers populaires, parce que mal logement, et c'est la réalité, c'est des maisons rafistolées, et les gens y habitent, des incendies, il y en a pratiquement tout le temps, on en entend parler. Mais si vous cassez, vous détruisez, et puis les gens mis à la porte, ou vous leur dites, allez trouver à PK14, je sais pas quoi, ça fait des dockers que le port n'aura plus. Les mototaximans que vous ne verrez plus, et c'est les seuls qui nous transportent de façon à peu près Sûr, plus ou moins sûr, partant de Dedo à Bonadjo et arriver à temps pour son rendez-vous. Je veux dire c'est un autre débat, hein. Parce que de toute façon, il n'y a pas de route dans Douala, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de route, c'est des embouteillages d'1 heure de temps. Et puis nous avons un fleuve ici où on peut avoir des vaporettes qui nous transportent et il n'y a pas. Et c'est pas un individu qui habite de Koti qui va construire tout ça. Voilà, alors donc maintenant, si nous prenons très sérieusement cette affaire au niveau de nos mairies, si nous prenons très sérieusement cette affaire au niveau des institutions prévues par l'État, moi j'aime et j'encourage encore ceux qui ont mis sur pied la maïture, la SIC, de faire en sorte que ces institutions fassent réellement leur travail. On aura une ville à peu près sûre. Tu saurais, ou vous sauriez que aller à Aquanor, je logerais dans tel cadre et ça me coûterait tel montant. J'irai au-delà de village, ça me coûterait tel montant, j'aurais tel type d'espace. Aujourd'hui, on ne peut pas le savoir avant. Vous envoyez des gens dans les quartiers, je veux une maison de 2 chambres maximum. Il faut que ça me coûte pas plus que 70 000. Voilà, vous donnez vos conditions et puis vous ne savez pas quoi. Donc, il y a une énorme et forte responsabilité de l'État ou de ceux qui en ont les responsabilités. Mais dans un autre sens, il y a la société civile, toutes les associations et les ONG qui naissent juste pour se faire de l'argent souvent. Il faut que finalement ces associations et ONG trouvent une véritable fonction auprès des populations. Les populations, on ne va pas les condamner d'être mal informées. On ne va pas les condamner d'être ignorantes. Nous avons l'obligation tout le temps, parce que nous sommes élites ou nous sommes dans une association, nous sommes dans une ONG, d'informer tout le temps. Et ce n'est pas seulement les associations, mais tous les corps d'élite doivent tout
le temps informer les populations. Il ne faut même pas se fatiguer là-dessus. Pour éviter les conflits entre bailleurs il faut informer et éduquer. Merci beaucoup, Éloi Zana, merci. On va conclure l'émission, mais il faut que je donne la parole d'abord à M. Somo. Oui, M. Somo, comment prévenir non, c'est pas pour équilibrer le temps de parole, enfin, puisque nous concourons tous à la même logique, celle d'éclairer l'opinion sur ces relations qu'il y a entre bailleurs et locataires. La dernière question, c'est comment prévenir ou alors éviter les conflits entre bailleurs et locataires. Je voudrais d'abord dire que nous sommes d'accord sur ce plateau qu'il faut faire reculer la pauvreté. En réalité, les conflits entre bailleurs et locataires seront complètement terminés lorsque chaque Camerounais sera capable de se faire une maison pour laquelle il sera le propriétaire. Naturellement, de façon simple, il n'y aura plus de problème entre bailleurs. Bon, maintenant, si cette solution est beaucoup trop lointaine, dans tous les cas, il faut, comme on a dit, réglementer systématiquement ce secteur. Réglementer systématiquement le secteur, c'est-à-dire que tous ces agents immobiliers qui sont dans les coins de rue et qui servent n'importe quoi aux personnes peuvent être regroupés dans le cadre d'une structure plus formelle qui ferait qu'en réalité, les contrats ne se fassent plus sous cap, mais que ce soit des conventions clairement établies. Mais il faut déjà aller vers un forcing, en quelque sorte. Et là, je suis d'accord avec Éloi et les autres que l'État, dans ce sens, au niveau de son pouvoir, de sa force, peut également faire des choses. Je voudrais terminer en définissant le caractère social du bail. Le caractère social du bail, c'est quoi? C'est qu'en réalité, par essence, l'être humain est sociable. C'est-à-dire qu'il ne peut vivre qu'au milieu d'autres êtres humains avec lesquels il doit partager un certain nombre de choses. Nous ne devons pas seulement partager le pain avec les autres, la boisson avec les autres, nous devons partager avec les autres l'espace dans lequel nous vivons. Et si, à un moment donné, il y a un Dieu juste qui a fait que quelqu'un naisse à Douala et soit propriétaire d'un terrain, il n'a pas demandé à Dieu de l'être. S'il fallait bien que quelqu'un vienne d'ailleurs pour se retrouver là, cela est vrai à Douala, cela est vrai à Yaoundé, il faudrait que dans la sociabilisation ou de la socialisation de la vie, n'est-ce pas, que les uns et les autres aillent dans une compréhension mutuelle qui consiste à penser que l'autre peut avoir des problèmes de logement et que j'ai par essence le devoir de l'aider et que moi, en tant que locataire, voilà comment je peux aider celui qui m'a cédé un espace à en avoir davantage. C'est ce que j'appelle la socialisation du bail. Je crois que si on essayait dans ce sens, il y a de fortes chances que les conflits entre bailleurs et locataires soient complètement du passé. Voilà. Et pour parler toujours du bail, moi, ça sera ma dernière phrase. Lisez attentivement vos contrats de bail, c'est très important. Très bien. Alors, merci, chers panélistes, d'être venus. Maître Bondje, merci. Éloi Zana, merci beaucoup d'être venu. Monsieur Somo, merci aussi à vous. Une fois de plus, merci à tous ceux qui nous ont regardés. Malheureusement, on n'a pas pu avoir les messages ce samedi encore. On espère que samedi prochain, Dieu et Just TV sera avec nous. On se retrouve lorsqu'il sera 13h avec un nouveau thème samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à tous. Surtout, pas d'excès. À bientôt. Au revoir.